Quand tout ce que tu as connu dans ta vie, c'est l'EPS, où tu avais 2 en notes et puis que en plus tu étais tout le temps dans le rouge de tes ressources, c'est difficile quand tu as mis tout ça de côté jusqu'à 30 ans et puis tu te dis: «Allez, je voudrais refaire des efforts», bah, se remettre à l'activité quand tout ce que tu as vécu, c'était ça, il y a pas mal de choses à changer, quoi. Mais en fait, la difficulté, c'est de faire comprendre aux gens, à la population dont c'est pas le métier, que par rapport à nos capacités cardio, quand on s'entraîne pas, on est pile poil à un truc où l'intensité de courir doucement est déjà trop élevée. Sauf que quand tu vas courir, comme tout le monde se met à courir, tu vas courir sur les quais de ta ville pour enclencher Strava et pour faire la photo, pour montrer que tu cours. Et en fait, tu vas naturellement te mettre dans un truc qui est pas adapté à tes besoins, mais t'auras couru, quoi. Mais t'auras pas pris de plaisir et t'auras pas compris qu'on peut prendre du plaisir. On sait, par exemple, il y a un truc un peu mythique dans le domaine de l'entraînement, c'est la série unique. La série unique, ça fonctionne, quoi. C'est aussi intéressant, il y a des papiers sur le vieillissement qui montrent qu'au final, très souvent, les problématiques de chute, elles sont liées à la force, mais elles sont aussi liées justement au timing de la force, donc à l'explosivité. Le meilleur ami de la périodisation, c'est la gomme. Les recommandations actuelles, elles montrent que l'effet fréquence a pas nécessairement d'influence sur les adaptations. Mais au final, si tu fais 10 séries une fois, ou si tu fais 5 fois 2 séries, ou si tu fais, etc., etc., mais au total, de façon hebdomadaire, tu es tout le temps sur le même volume total, tu as les mêmes adaptations au bout de 4, 6, 8 semaines. Bienvenue sur Entendons, le podcast qui t'aide à t'épanouir en tant que kiné. Je m'appelle Augustin Castel, je suis kiné du sport et hôte de ce podcast qui est produit avec cœur par Full Physio. Alors chaque mois, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à même visionner nos épisodes dans lesquels nous recevons des professionnels passionnés qui viennent partager leurs astuces et leurs meilleurs conseils pour booster votre pratique clinique. D'ailleurs, un petit mot à propos de Full Physio qui est l'app incontournable utilisée par plus de 20 000 professionnels de la santé. Full Physio, c'est ton allié pour rester à la pointe en kiné, ainsi que proposer des traitements optimaux à tes patients et patientes. Plus concrètement, Full Physio, ce sont des milliers de ressources pour te faire gagner du temps dans ta veille scientifique, des outils cliniques tels que la prescription d'exercices, des fiches d'éducation thérapeutique, des bilans, ainsi que des formations en e-learning et en présentiel. Alors si toi aussi tu as envie de passer au niveau supérieur dans ta pratique, rejoins-nous sur fullphysio.com et promis, tu ne seras pas déçu. Et maintenant, place à l'épisode. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jason Feugré qui est préparateur physique et vous le connaissez peut-être sous le nom de Prépa et Performance, notamment sur YouTube où il publie du contenu hyper qualitatif gravitant autour de la préparation physique. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, forcément, on va discuter de plein de choses, mais notamment des qualités physiques, c'est-à-dire la mobilité, l'hypertrophie, la force maximale. Et on va essayer d'un petit peu déblayer le terrain sur des termes obscurs qu'on peut rencontrer dans la littérature, notamment par exemple la pliométrie, la force réactive, etc., etc. Bref, c'est un épisode passionnant, super dense. On a plus de 2h20 d'enregistrement, mais voilà, on espère que ça va vous plaire. Et puis surtout, bon épisode. Et salut Jason, écoute, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. Avant qu'on commence, je te propose que tu te présentes un petit peu à ceux ou celles qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Je m'appelle Jason Feugré, j'ai 34 ans récemment. Je suis préparateur physique à mon compte. Je bosse avec des clients, je fais aussi de la formation, pas mal de formation. J'ai fait de la vulgarisation sur les réseaux autour des méthodes d'entraînement et puis un petit peu tout ce qu'encadre la prépa physique. Et puis récemment, les 2 dernières années étaient plus rythmées par la sédentarité parce qu'on m'a proposé d'écrire un bouquin et donc j'ai passé pas mal de temps assis. C'était une super belle expérience, à la fois très compliquée et à la fois passionnante parce que ça venait un petit peu clore à la fois le volet pratique, le volet formation, puis voilà, mettre un peu tout ça à plat, quoi. Donc voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais je m'éclate sur tout ce qui est volet prépa physique. Ok. Ouais, moi je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui parce que comme je te le disais déjà en off, moi je t'ai connu via ta chaîne YouTube sur laquelle tu as déjà quand même plus de 60 000 personnes qui te suivent, je Ouais, pense, environ, hein. c'est ça. Sur donc prépa et performance, je mettrai le lien dans la description, qui est vraiment enfin, vous qui nous écoutez, je vous recommande vraiment d'y aller parce que c'est bourré d'informations. C'est limite illégal. Donc, que tout ça soit accessible gratuitement, c'est vraiment un truc de fou. Et c'est ça qui m'avait un peu marqué chez toi, c'est que toutes ces informations, tu nous les donnes comme ça. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà, vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour sur la chaîne de
C'est Jason alors qu'on dit, parce que j'ai À la dit Jason. française, yes, y Ah a pas de la souci, merde! t'inquiète pas. OK, et ben, je vais dire Jason maintenant. Mais du coup, voilà, vraiment, je vous invite à aller faire un tour, ça vaut le coup. Mais du coup, voilà, moi, je suis content de te recevoir aussi aujourd'hui parce que je trouve qu'on parle pas toujours assez de ce lien entre prépa physique, kiné, sport et Ouais, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de vous en tant que kiné, et probablement aussi en tant que kiné du sport, parce que je pense que les kinés sont encore aujourd'hui pas assez formés, à malgré tout un peu à cet aspect prépa physique parce qu'on a quand même notre place en tant que kiné dans le continuum. exactement. Évidemment, on vous donne la main à partir d'un moment, mais je pense que ne pas connaître les fondamentaux, c'est quand même une erreur, vu qu'on est quand même dans une ère où, quand un patient a mal, on promeut l'activité physique et je pense que s'il y a bien un terrain sur lequel le prépa physique et le kiné se rejoignent, c'est, le mouvement, c'est quand même la clé de la longévité. Alors, pour cette première thématique que j'aimerais bien aborder avec toi, j'aimerais qu'on discute, voilà, d'une qualité physique, si on peut dire ça, qui est l'hypertrophie, plutôt d'un un attribut physique. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une qualité physique, hein, tu me diras. C'est-à-dire la prise de muscle, donc l'hypertrophie. Car aujourd'hui en kiné, on sait que parfois on veut faire prendre du muscle à nos patients et que c'est quand même intéressant dans certaines pathologies. Du coup, en 2025, pour prendre du muscle, idéalement, on fait quoi en termes de modalité? C'est une question super large. Je te laisse y répondre dans le cadrage que tu souhaites. Mais voilà, je lance le premier pavé et puis on avancera comme ça. Mais déjà, c'est intéressant que tu poses la question, est-ce que c'est une qualité ou pas? Moi, c'est un sujet sur lequel je me suis pas mal penché parce que, en écrivant le bouquin, tu t'interroges un peu où est-ce que tu places ça. Dans certaines disciplines sportives et en termes de performance, la masse musculaire va être protectrice, et cetera, notamment pour les activités de choc. Donc là, clairement, elle a toute sa place parce qu'elle est nécessaire. On peut penser au rugby, on peut penser au handball, on peut penser à certains sports de combat. Mhm, À côté de ça, au contraire, ça peut être un vrai frein à la performance quand on va se trouver plutôt sur des disciplines d'endurance où là, la masse va à l'encontre de l'économie de course et puis potentiellement des gros VO2 max et puis d'être capable d'avoir un coût énergétique le plus faible possible pendant le plus longtemps possible. Donc ça reste quand même une qualité qui nous, dans notre domaine, dépendamment de dans quelle discipline on travaille, potentiellement oui ou non, mais c'est pas toujours acté. Tandis qu'à mon avis et avec mon humble connaissance du domaine de la kiné, mais là clairement quand tu es face à des patients qui ont eu des pathos, potentiellement des fractures, des choses où il y a eu de l'immobilité pendant un moment, il faut reconstruire de la mobilité, de la force et donc de la masse musculaire pour venir tenir un peu tout ça, quoi. mhm. Donc je pense qu'on va pas avoir les mêmes objectifs et que je dirais plutôt que c'est un objectif l'hypertrophie et qui peut être multifacette à travers tout ça. Ok. Pour y parvenir, de la même façon que si c'est multifacette, on peut avoir différentes, méthodologies pour y parvenir. Je en gros, on pourrait un peu caricaturer le truc en disant: il y a le bodybuilder, lui, ça va être l'hypertrophie, peu importe comment. Le but est de prendre de la masse musculaire de façon maximale. Mhm, À côté de ça, si on prend, la prépa physique, ce serait avec prendre de la masse musculaire, mais avec un minimum de fatigue. Parce que on va avoir 15-20 entraînements par semaine. Et donc, on sait que l'hypertrophie, l'endurance de force, les séries longues, ça va plutôt nous casser. Or, il faut pas être courbaturé pendant 48 heures par la suite, quoi. Donc, comment est-ce mhm, qu'on va micro-doser pour essayer d'avoir des résultats? Et puis, on pourrait même peut-être même mettre le patient dans ce même panier qui serait mais avoir des résultats mais face à quelqu'un qui a pas du tout l'habitude de pratiquer du renforcement musculaire donc de la même façon on va pas le tartiner quoi et puis et puis on pourrait même aller sur avoir de l'hypertrophie avec un minimum de charge encore une fois, parce que pas d'habitude ou parce que pas de technique. Et mhm, soulever une barre, ça s'apprend. Or, si on est avec une personne sédentaire qui a jamais pratiqué, comment on fait de l'hypertrophie quand il y a zéro technique en face? Donc voilà, par rapport à tous ces pans-là, le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, on constate plutôt sur l'aspect scientifique, revue de littérature, qu'on peut faire de l'hypertrophie à tout niveau de tension. mhm. Ce qu'on pensait Ok. pas avant. On a toujours mis Ouais. des ranges, un peu de référence, 60-80 de 1 RM, et cetera. Aujourd'hui, on a des protocoles où on voit qu'à poids de corps, on arrive à faire de l'hypertrophie. En dessous de poids de corps, on arrive à faire de l'hypertrophie avec peut-être des méthodes BFR ou des choses comme ça, avec des séries très longues. En gros, ce serait plus l'idée de se dire
on voit le continuum de répétition, intensité, volume, de ce Mmh. qu'on est capable de faire. Si on est sur des intensités faibles, nécessairement, on va avoir besoin de volumes plus importants pour atteindre un peu nos limites physio-mécaniques. Est-ce que si on est très bas dans l'intensité, on serait plutôt sur du physiologique, des adaptations physiologiques. Si Mmh. au contraire on monte, on serait plutôt dans du mécanique. Au milieu de tout ça, l'idée c'est de se dire, je peux jouer à peu près avec tous les leviers, mais je dois me rapprocher de mes Ouais, limites à chaque fois. ouais. Forcément, plus c'est lourd, plus les limites on les connaît rapidement, donc on peut faire des petites séries, mais vice versa, plus c'est léger, plus il va falloir que je commence à bouffer, bouffer, bouffer des répétitions pour potentiellement avoir des adaptations. Mmh. Et on peut aussi jouer sur la récupération, parce que de la même façon que les méthodes BFR existent, on a des méthodes comme les méthodes 3-7 qui montrent Ouais. aussi des gains en hypertrophie hyper intéressants, parce que petit volume en termes de répétition, et en fait là on va jouer sur le facteur récupération qui pourrait laisser penser que justement les adaptations hypertrophiques viennent plutôt d'un facteur qui serait physio, qui serait est-ce que c'est circulatoire, est-ce que c'est enzymatique, ça, Mmh. on est encore, au balbutiement de la compréhension des adaptations physio, quoi. Mais en tout cas, on n'est plus dans l'extrême, pensée, tension mécanique égale hypertrophie, quoi. Ouais. Je sais pas si OK. ça répond à ta Ouais. question, ça part un peu dans tous les C'est sens, mais, Non, mais c'est exactement, enfin, moi, c'est des sujets qui me passionnent, l'hypertrophie, la force et cetera. ouais, Raison, de plus pour laquelle je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui, parce que je trouve ça mmh, hyper intéressant comme échange. Mais ça rejoint totalement ce que, personnellement, j'ai pu lire aussi récemment sur tout ce qui est hypertrophie et cetera. C'est que en fait, ça simplifie un peu le tableau. C'est-à-dire que, comme tu dis, on a plus le choix que ce qu'on pensait et au final, ce qui compte, c'est, se rapprocher, au final, un peu de l'échec musculaire, comme on appelle, d'avoir des répétitions qu'on appelle effectives. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais j'avais lu que idéalement, on laisse, 4-5 enfin, on doit toujours avoir 4-5 répétitions effectives, dans notre série, donc 4-5 répétitions où ça c'est quand même vachement dur. Et en fait, comme tu dis, si tu décides de faire 20 répétitions avec une faible charge, bah, en fait, les 15 premières vont être moins utiles dans le but hypertrophique que les 5 dernières. Je sais ouais. pas toi ce que tu en penses à ce niveau-là? Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais Ouais, ouais, totalement, mais c'est comme ça que je le perçois, avec toujours la limite de se dire: «Quel est le niveau technique de la personne en face de moi?» ouais, Parce que, est-ce que je m'arrête à l'échec musculaire ou est-ce que je m'arrête à l'échec technique? ouais, Par exemple, dans les centres de formation avec des jeunes sportifs, on va plutôt favoriser, prioriser l'échec technique parce mmh, que de toute façon, on a encore des années face à nous pour créer des adaptations. Or, où se situe le surmenage entre, ces 2 caps qui seraient, au bout d'un moment, oui, il y a une déchéance de technique, je vais chercher, des adaptations dans mes coordinations pour continuer à pousser ma barre et puis j'en ai peut-être encore 10 en stock. mmh. Mais le geste est plus celui que je voulais initialement et là, OK. c'est clairement de l'ordre du coaching, c'est qu'est-ce que je veux, quoi. Évidemment qu'avec un culturiste, on peut y aller parce que ça fait des années qu'il s'entraîne. Les compensations, dans tous les sens, elles ont été éprouvées et puis, tout le reste des facteurs est aussi aux petits oignons, à savoir, le sommeil, la nutrition, en gros l'environnement physiologique propice aux adaptations, quoi. Ouais, Tandis que, bah, évidemment que notre petit jeune, qui a 14 ans et qui est en centre de formation ou, notre patient en cabinet de kiné, il va moins se préoccuper de tous les petits échelons pour parvenir à l'objectif. ouais, Donc OK. qu'est-ce qu'on se permet? Mais à mon avis, les répétitions en réserve de toute façon, à peu près tout ce qui est méthode quantitative, les répétitions en réserve, c'est une super approche. Ah oui, j'ai dit Heu, répétition effective, mais c'est plus juste peut-être de dire en réserve, ouais. ouais, ça dépend dans Dans quel comment sens tu on voit? ouais, ouais, c'est ça. OK. Et tu penses quoi, par exemple, là, les recommandations générales qui sont de retenir parce que souvent, on aime bien retenir des chiffres aussi, tu vois? On aime bien se dire: «OK, Ouais. je dois faire», ça peut paraître un peu, strict, mais autant de séries par semaine idéalement. Aux dernières nouvelles, on recommande environ 10 à 20 séries par muscle par semaine, avec une range de répétitions. J'avais lu, en fait, elle est très large, hein, mais on pourrait aller, je sais pas moi, de 10 à 20, mais on peut même aller plus haut, mais c'est juste pour donner un cadre. Tu penses quoi de ça, toi? Est-ce que ce sont des choses que toi, tu intègres dans ta pratique en te disant: «Voilà, j'essaye d'avoir autant de séries, par muscle» ou pas spécialement? Alors, j'ai assez peu de personnes avec qui je bosse qui ont des objectifs d'hypertrophie. OK. Hem, Par contre, ma façon de réfléchir les choses, c'est plutôt alors déjà, il y a des grandes tendances
Par exemple, des choses toutes bêtes et qu'on n'a pas besoin d'être expert sur le sujet pour s'en rendre compte. Mmh. Nos jambes, elles sont capables de bouffer beaucoup plus de séries que nos bras. Mmh. Elles ont des qualités d'endurance musculaire qui font que on va avoir nécessité d'avoir des volumes plus consistants, bas du corps que haut du corps. Donc clairement, de toute façon, c'est logique, elles sont essentielles à ça. Ce serait de se dire, je peux partir à l'aveugle. De toute façon, si je connais pas la personne en face de moi, il y a un moment, il faut bien que je lui donne du contenu pour qu'on commence notre collaboration. Mmh. Par contre, vers où je vais? Pour savoir ça, ça peut être pas mal d'évaluer et Ouais. donc d'être dans un processus évaluation, proposition du contenu, réévaluation pour à peu près voir si les 6 dernières semaines de ce qu'on a proposé, il se passe, réellement des adaptations ou alors je suis complètement dans le faux, quoi. Mmh. Moi, j'ai toujours eu une démarche plutôt, d'y aller, progressivement, chichement. Je préfère micro-doser le volume et les intensités dépendamment de des objectifs qu'on a à développer. Mais en tout cas de partir d'une base où je sais que ça mène pas à du surmenage. Essayer de voir s'il y a de l'adaptation et ensuite, si c'est pas suffisant, stimuler davantage. Plutôt que de partir avec des trucs un peu moyens, tout faits, qui correspondent pas, nécessairement à tout le monde. Et en fait, ça me vient d'un truc tout bête, c'est que moi, dans ma pratique sportive perso, j'ai toujours été à côté un peu des tableaux, tu vois? Les Mmh. pourcentages de 1 RM, tu vois le truc, le 5 fois 5 à 85, et Ouais. cetera, et cetera. Moi, quand je faisais des 1 RM, j'étais jamais dans les clous. J'avais jamais la caisse de faire les volumes moyens qu'on allait donner sur pourcentage inférieur. Parce Ouais. que plutôt puissant, plutôt explosif, donc j'arrivais à aller loin dans la force. Par contre, derrière, ma pyramide, elle est comme ça, quoi. J'ai pas Ouais. du tout de caisse dès qu'on est en sous-maximal et qu'il faut commencer à faire plusieurs répétitions. Et donc, très Mmh. vite, en fait, le contenu que j'ai eu en cours par ma formation STAPS, etc., j'étais tout le temps en train de me dire, il y a quelque chose qui va pas, quoi. En fait, moi, Ouais. quand on me dit le 4 x 12, quand on me dit le 5 x 5, le 3 x 3, bah non, je les ai pas, quoi. Et Ouais. donc, Pareil. très vite, ça m'a mis dans une logique de se dire, bah, comment si tu es face à un client qui a la même problématique, tu vas proposer quelque chose d'autre. Donc, en effet, répétition en réserve, on pourra peut-être en parler plus tard, mais il y a d'autres méthodes qui permettent d'adapter et un peu personnaliser un peu plus l'entraînement. Ouais. Mais c'est l'idée de se dire, au moins si on est dans un processus de se dire proposition, observation, réadaptation, et dans l'objectif de l'hypertrophie, ce serait prise de masse musculaire égale en gros poids et circonférence. On n'a Ouais. pas tous à disposition une DEXA pour faire de l'analyse corporelle et puis de savoir au pourcentage de masse près ce qui Ouais. s'est développé, quoi. Mais déjà, si on avait tous la logique de se dire, ben, puisque la masse musculaire, c'est une masse, donc c'est des kilos, donc si on pèse la personne, logiquement, elle est un petit peu plus lourde. Mmh. Et à côté de ça, beh, forcément, si c'est ciblé parce que c'est plutôt quelque chose un peu culturiste, ou vraiment très fonctionnel, mais à un endroit du corps précis parce que c'est de la réadaptation et cetera, bah, forcément, il faut qu'à un moment, on récupère des centimètres aussi de circonférence, quoi. Donc à Mmh. mon avis, ça peut déjà être, une façon de se dire, «Je vais dans ce sens-là, j'ai proposé un contenu qui est peut-être, pas optimal, mais en tout cas qui est suffisant pour créer de l'adaptation, je reste peut-être là-dessus, puis petit à petit j'irai vers une surcharge. Mmh. Au contraire, il y a pas d'adaptation, peut-être qu'il faut que je surcharge, un Ouais, peu c'est plus ça. rapidement, quoi. Ouais, c'est ça. Au final, ça dépend beaucoup du et tu l'as dit, hein, du profil aussi, auquel on a affaire. Ouais, Nous, par exemple, les patients qu'on reçoit au cabinet, dans la majorité des cas, on peut les assimiler à des patients novices, amateurs en termes ouais, d'hypertrophie. Et je pense qu'une deuxième bonne nouvelle, du coup, dans ce cadre-là, c'est que, selon moi et selon ce que j'ai pu lire, au plus le niveau basal est faible, au plus les personnes vont réagir fortement aux stimuli. Et donc, quelqu'un qui n'a jamais été à la salle, ou qui a jamais soulevé une haltère, j'ai envie de dire, tu peux lui faire soulever presque n'importe quelle charge, même une charge assez faible, il va avoir une réponse à ce stimuli hyper forte, surtout les premières semaines. Après, et du coup, je pense qu'on peut se permettre d'être un peu plus, limite, plus s'entraîner à la sensation et être beaucoup plus, allez, relax par rapport à ça, plutôt ouais, qu'avoir des canevas très stricts qui seront peut-être beaucoup plus importants avec quelqu'un qui a déjà 10 années de body derrière lui et à qui il faut changer vraiment paramètre par paramètre, et que ça doit être minutieux parce que son corps est tellement habitué déjà à ce stimuli qu'il faut vraiment calculer ça beaucoup plus précisément. totalement Euh, et je pense qu'il y a un vrai message préventif là-dedans,
par Ouais. un papier qui est très, très célèbre, mais qui, à mon avis, est vachement intéressant. Il y a eu une opposition, le fameux 10 x 10, Mmh. qui venait des pays de l'Est, qui était la méthode de développement de la masse musculaire, machin, avait été opposé à un 5 x 10 chez des populations novices. Et ce dont on s'était aperçu, c'est que les résultats en termes de développement de la masse musculaire et le développement de la force maximale étaient bien plus importants sur le groupe 5 x 10 que 10 x 10. Pourquoi? OK. Parce qu'à un moment, en fait, ils étaient juste surmenés. Et Mmh. donc, on perd en efficacité du geste, on perd en adaptation physiologique et neuromusculaire, etc. Et au final, au bout de, alors, je crois que le papier, c'était sur une douzaine de semaines, les adaptations elles sont bien moindres. Et, et donc, un peu retirer ce truc qui est pourtant, nous, dans notre domaine, c'est encore énormément ancré, le 10 x 10. Enfin, c'est un des Quel trucs. enfer. Ouais, ouais, c'est ça. Et tu te dis, c'est ça a la Mmh. peau dure, quoi. Mais Mmh. comme bien des idées reçues dans notre domaine, Mmh. il faut réussir à se dire, d'autant plus quand on est avec des publics qui sont pas. En fait, de, ça va dans la même direction, c'est que plus on est avec des gens expérimentés et plus ils sont eux-mêmes experts de leur domaine. Ouais. Donc ils ont aussi des ressentis qui sont bien plus pertinents. Ils ont aussi des capacités de savoir à peu près, oui, moi j'ai besoin de ça pour me sentir en forme, pour créer de l'adaptation, pour. Et en fait, normalement, à mon avis, le but d'un coach, d'un prépa physique, à terme, c'est aussi de déléguer, c'est de donner les clés pour que la personne soit. Alors forcément, on va pas leur demander de faire des périodisations, des planifications sur des années pour prétendre Mmh. aux JO, etc. Non, il y a quand même une expertise d'un certain domaine, Mmh. mais le sportif, que ce soit la pratique technique, être capable de faire des répétitions qualitatives, être capable de, à un moment de dire, là j'ai besoin de récupérer parce que je suis carbo, quoi. Ouais. Ben là, clairement, c'est de cette relation que naît tout, et tout ça provient de l'auto, la connaissance personnelle de l'athlète, quoi. Donc, Mmh. à mon avis, forcément, c'est pas du tout le même profil que le patient, parce que le patient débarque, il est déjà pas nécessairement content d'être là. Il fait face à des choses qu'il connaît pas et qu'il a pas trop envie de connaître non plus. Mmh. Mais en tout cas, voilà, essayer de créer de la connexion, essayer de créer de la compréhension du geste. Forcément, derrière, c'est beaucoup plus de facilité à encadrer, quoi, à mon Mmh. avis. Mais c'est intéressant ce que tu dis, à propos du ressenti, parce que là, j'ai dit oui, je disais juste avant oui, pour les débutants, on peut se fier au ressenti, mais c'est vrai que ce que tu dis là est encore plus juste, c'est-à-dire que, oui, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup et qui se connaît d'autant plus, on parle souvent de s'entraîner avec, des répétitions en réserve et cetera, qui est donc en fait, pour expliquer, simplement, X répétitions en réserve, ça signifie une fois qu'on est arrivé à la fin de la série, combien de répétitions on aurait pu faire en plus si, par exemple, la personne, le coach ou quoi, il nous disait: «Allez, vas-y, vas-y, pousse, pousse, pousse», combien on en avait encore sous le capot à la fin de la série, grosso modo. C'est ça. Hem Et donc ça demande de quand même se connaître et effectivement, je pense qu'un patient, bon, pour reprendre le patient, mais même un amateur ou un novice, il va s'arrêter, je pense, bien plus loin, que ce qu'il pourrait Ouais. parce que, il va pas se connaître, en fait. Il va croire qu'il est au bout et en fait, il en avait encore 10 sous le capot. Il va s'arrêter dès qu'il sent un peu une brûlure musculaire et moi, je dis souvent à mes patients: «Écoutez, Heu, une fois que ça commence un peu à brûler musculairement, vous en faites systématiquement 5 de plus et ça me permet de contourner un peu ça, et de m'assurer qu'il fasse au moins 5 répétitions un peu dans le pas dans la douleur, mais un peu dans le mal quand même parce que Ouais. sinon, tu restes dans un truc très flat qui peut fonctionner, je pense, hein, ça dépend des patients et cetera, mais c'est moins optimal et j'essaie de leur expliquer ça, voilà, les répétitions en réserve et cetera. C'est parfois un peu obscur, mais bon, voilà. Ben Et clairement, mmh, tu vois, les étudiants, ils ont en ce moment dans les formations, je fais aussi des BPGEPS, je fais aussi du coaching sportif OK. en formation, et STAPS, l'école d'entraînement. Mmh. Euh, donc on peut être confronté à différents objectifs, et il y a un peu des mots-clés, tu vois, les trucs qu'il faut dire. Donc RPE, faut le dire. Ouais. Répétition en réserve, faut le dire. Puis Mmh. après, quand tu leur demandes mais comment ça se met en place, en fait, t'as pas d'apprentissage des sensations. Mmh. Alors que c'est le principe de base. Si t'apprends pas à mettre des sensations en face d'un tableau, de texte, de chiffres, mais tu peux pas corréler les deux, quoi. Et Mmh. donc, tu as des moments, tu leur dis, bah, quand est-ce que tu l'as emmené à l'échec musculaire? Ouais. Bah ouais, mais on avait vu en cours qu'il fallait pas faire d'échec musculaire. Alors oui, c'est en termes d'efficacité
à court terme, on sait qu'il y a pas, il y a très peu d'avantages notés de aller jusqu'à l'échec versus s'arrêter à deux trois répétitions en réserve. Mmh. Physiologiquement, on va être un petit peu plus fatigué, on va pas avoir beaucoup plus d'adaptation, pas grand intérêt. Mais dans le but d'apprendre à tel niveau d'intensité, bah en fait, ouais, je vais plus en faire 13. Puis à tel Mmh. autre niveau, j'ai pu en faire 3. Puis après, j'étais KO, quoi. Ouais, Si tu vis pas l'échec, c'est difficile derrière de te dire ah bah je pense que l'échec il est à telle distance, quoi. ouais, exactement. Donc, dans le processus d'apprentissage, il faut y aller. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller à toutes les répétitions, toutes les séries, toutes les séances, machin. Ça n'aurait Mmh. aucun sens. Ouais, Mais il faut apprendre à connaître son propre corps, quoi. Et ouais. derrière, l'entraînement sera bien plus pérenne et puis consistant face à ça, quoi. Ouais, je pense qu'une fois qu'on est resté enfin, moi, je suis resté coincé sous la barre 2 fois au développé couché. Ça m'est plus arrivé depuis, je Ça touche aide. du bois. Ouais, depuis 8 ans, ça m'est plus arrivé, mais j'étais resté coincé sous une barre à 80 kilos. Mais quel enfer! Et depuis, j'ai plus jamais calé parce que, comme tu dis, moi, ça m'a marqué parce que tu es là et j'osais pas demander de l'aide. J'étais un peu trop fier. Je me disais: «Non, attends, tu vas savoir la relever», mais j'ai fait rouler ça sur mes abdos. J'avais des bleus sur tout mon ventre. Vraiment, le mec, refuse de demander de l'aide. En plus, j'étais plutôt seul dans la salle. Donc et je trouve qu'au final, bon, évidemment, il faut que ce soit sécuritaire. Il faut pas faire, ce que je C'est viens de ça. dire, ça a pas de sens de Pas de tout se faire seul. mal. Mais si possible, en fait, ouais, l'expérimenter et maintenant, quand je fais allez, j'arrive à beaucoup plus dire depuis, quand je fais des reps, au développé couché pour être, simple, beh, OK, là, je pense que j'en ai encore une ou 2, mais tu sens l'échec arriver. Tu sens que tu vas souvent, on se fait piéger parce qu'on se dit: «Ça va, ça descend bien». Mais en fait, la remontée, elle va plus. En milieu de phase, tu bloques et donc ouais, ça, c'est une super info et tu as parlé aussi du protocole, 3-7, juste pour ceux ou celles qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas. En gros, le protocole 3-7, ça s'appelle aussi le protocole Lejar, qui consiste à faire, à travailler avec, 70, ça dépend un peu de ce qui est décrit, mais généralement, c'est 70, je pense, de la charge maximale pour, un nombre de répétitions donné. Donc on fait 3 répétitions, 10 à 15 secondes de repos, ça dépend des protocoles dans les études et puis 4 répétitions, 5 répétitions, 6 répétitions, 7 répétitions, avec chaque fois 15 secondes entre, chaque, micro-série et donc ça a été étudié comme étant quand même assez intéressant, pas supérieur, mais en tout cas des résultats intéressants par rapport à l'entraînement traditionnel et en étant beaucoup moins chronophage et après il faut se connaître, je pense aussi pour le faire et c'est pas évident de le mettre en place direct parce qu'en plus il faut connaître sa répétition maximale, enfin bref, enfin sa charge maximale idéalement. Mais voilà, pour ceux ou celles qui nous écoutent, c'est un mode d'entraînement pragmatique que moi j'utilise perso, pas mal. Quand j'ai pas trop le temps, je me dis: «Allez, on se fait un petit 3-7» et c'est assez intéressant et ça fait une grosse congestion musculaire, je trouve et c'est chouette. Ça fait un bon pump. Ouais, ouais, c'est hyper efficace. Bah, de la même façon, tu mets les problématiques de temps, en prépa physique, on est souvent confronté à ça aussi. Ouais, C'est que parfois, bah, tu arrives et puis en fait l'entraîneur il va te dire, «Tu que X minutes dans la séance» parce que le reste ça va être du technico-tactique ouais. et là, il faut trouver un système qui fasse que tout le monde pratique, ait des adaptations et en même temps à très court terme. Donc là, c'est intéressant. Le protocole initial, c'est 80 théorique. Ah oui, OK. Tous les gens qui ont essayé qui ont essayé le protocole initial ont vu que c'était pas réalisable et c'est sur Ouais, 2 séries avec, 2:30 de récup entre les 2 séries. OK. Donc tu fais 2 Ouais, fois 3 fois 7. OK. Heu, 2 fois 3 7 pardon, Ouais. pas 3 fois 7. Heu Ouais, et ouais, bah, là encore une fois, clairement tu te confrontes à la théorie, tu en vol et ouais, puis tu te dis, s'il y a des intérêts à cette méthode, clairement je vais tirer l'intensité vers le bas, je vais voir si j'arrive à le passer. Moi, tu vois, un truc comme ça, j'ai pas de caisse, ouais. je vais taper des trucs comme ça à 55-60 quoi, pas plus. OK, ouais. Mmh. C'est parce que récupération très courte, on commence à accumuler des reps, c'est un enfer. Ouais. Ah Et ouais, j'ai des sportifs au contraire qui arrivent à 70-72. mmh ouais et là, tu parlais de manque de temps et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en kiné, beh, parfois ton patient, il arrive en retard, tu vois? Déjà, on a des séances de 30 minutes, en tout cas en général. Heu, Qu'est-ce que toi, tu ferais là, pas spécialement avec un patient, même avec, on va partir du principe, tu veux développer l'hypertrophie, si tu avais, je sais pas, 15 minutes devant toi? Est-ce que déjà c'est possible selon toi de déjà travailler cette qualité physique et dans le rush, on va dire? Et si oui, quel protocole? Est-ce que tu partirais sur du 3-7? Est-ce que tu as est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir bosser en si peu de temps? Je sais que c'est très court, mais ça fait vraiment écho à
à ce qu'on peut vivre parfois en kiné, où on a quand même envie de travailler cette qualité physique et à la fois, on n'a pas beaucoup de temps? Ouais, alors là, il y a plein de choses qui s'opposent dans la réflexion. Ce serait de se dire, déjà pour créer des adaptations, l'objectif, ce serait de stimuler un maximum de masse musculaire, parce qu'on sait que plus on stimule de masse musculaire et plus on va créer, de Ouais. toutes les chaînes d'adaptation qui vont bien, quoi. Mmh. Donc ce serait plutôt des exercices polyarticulaires Ouais, qui s'opposent avec un peu la logique de kiné, parce qu'en général, tu viens pour quelque chose de très ciblé, quoi. Mais totalement. donc, Ouais. tu vois, là, je suis en train d'opposer un peu des mondes Non, c'est coaching, intéressant. prépa et puis et kiné. Ouais. Mais déjà, la priorité, ce serait un maximum de masse musculaire. Euh, et en même temps, le problème de stimuler un maximum de masse musculaire, c'est justement d'avoir besoin d'un tout petit peu plus de récupération que si on était sur du monoarticulaire et sur des plus petites zones. Euh, mais voilà, ça pourrait être 2 gros exercices, type, squat soulevé de terre, Mmh. heu, avec, une 30 de récup et puis des séries classiques. Ça Mmh. pourrait être du 3-7, heu, avec un troisième exercice. Je pense que sur 15 minutes, ça rentrerait 3 exos. Ouais. Donc là, OK. ça pourrait être un tirage en plus pour avoir, vraiment un peu toute la masse musculaire, du dos aussi, si on a le membre inf, quadri, fessier, plus le dos, normalement on a Ouais. stimulé pas mal de choses, quoi. OK. Après est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est, Oui, bien sûr, mais dans donc pour toi, l'urgence, c'est ça quand même pourrait être, possible? Ça ouais, ouais, ouais. OK. OK, super. Surtout chez des patients, Mmh. enfin pas des patients, mais sur des profils de personnes qui sont pas habitués à l'activité physique. On sait, par exemple, il y a un truc un peu mythique dans le domaine de l'entraînement, c'est la série unique. La série Oui, unique, ça fonctionne, quoi. ouais, Si tu c'est fou, hein? pousses une série jusqu'à l'échec musculaire, de toute façon, en gros, c'est comme si tu avais fait une série de résistance maximale, quoi, peu importe Ouais, l'intensité. Bah, si tu fais jamais ça, il va y avoir des adaptations, quoi. Heu, ouais, donc ça pourrait être une série unique sur, les 5 gros exercices poussés, tirer, fléchir, et cetera. ouais, Bah, au final, tu as fait 5 séries avec une stimulation quasi maximale sur chaque pattern, il y aura de l'adaptation. pourquoi pas. Et ça OK. te prend pas plus de 10 minutes. Mais bon, ça va fonctionner, 6 semaines, quoi. Ouais, c'est ça. Une fois que le corps s'adapte un petit peu, il va falloir, C'est ça. changer son angle de tir, quoi. Et est-ce que, avant de passer à la suite, par exemple, heu, est-ce que faire, par exemple, 5 fois par semaine, 15 minutes, est-ce que c'est égal, selon toi, à faire, 1 fois, 50, ouais, enfin 5 fois 15 minutes en une séance ou, en gros, je me suis mal exprimé. Ouais, Je pense que tu vas voir où je veux en venir. Mais en gros, est-ce que splitter son volume, donc si par exemple, je vais le formuler autrement parce que là, je suis parti, un peu dans tous les sens. Si, au lieu de faire 20 séries, en 2 entraînements, est-ce que le faire en un entraînement, selon toi, ça peut être, les résultats seront plus ou moins égaux en termes d'hypertrophie? Parce qu'on dit souvent 10 à 20 séries par muscle, mais, est-ce que, voilà, le fait de diviser, de faire 10 séries jour 1 et 10 séries, 3-4 jours après, est-ce que ce serait égal à faire, 20 séries en juste une fois par semaine et répéter ça? alors là, de la même façon, tu vois, je vais te répondre un peu dans un truc, où il y a Ouais. deux réflexions qui s'opposent. D'un côté, tu as les recommandations. Mmh. Les recommandations actuelles, elles montrent que l'effet fréquence a pas nécessairement d'influence sur les adaptations. Parce qu'il y a plein de papiers qui vont dans ce sens, à dire, beh, au final, si tu fais 10 séries une fois, ou si tu fais 5 fois 2 séries, ou si tu fais et cetera, et cetera, mais au total, de façon hebdomadaire, tu es tout le temps sur le même volume total, tu as les mêmes adaptations au bout de 4, 6, 8 semaines. Mmh. À côté de ça, il y a pas mal de trucs qui moi, vont à l'encontre de cette démarche, ou en tout cas, je prioriserai pas le fait de faire une seule séance. Pourquoi? Dans un premier temps, parce que très souvent les études, c'est des études sur du court terme, parce que c'est compliqué de mettre des protocoles de recherche en place sur du long terme. Donc des adaptations, si c'est sur des publics, relativement sédentaires ou peu entraînés à court terme, évidemment qu'il se passe beaucoup de choses, mais clairement, c'est pas les recommandations qu'on ferait pour l'entraînement de monsieur, enfin pas de monsieur tout le monde, mais Ouais. sur les plus grandes périodes pour de la périodisation, et cetera. Après, tout à l'heure, je parlais
d'un environnement physiologique propice aux adaptations, ça, c'est à mon avis quelque chose qui est aussi beaucoup trop mis de côté, à savoir, c'est l'idée de dire: «Je mets mon corps dans une certaine orientation physiologique qui va créer des adaptations». On sait notamment qu'il y a des choses qui vont plutôt du domaine de l'endurance et des choses qui vont plutôt du domaine de l'hypertrophie, de la force, Mmh. et qu'on arrive à constater que parfois ça s'oppose. Ouais. Et qu'en gros, les 2 systèmes, s'ils sont stimulés en même temps, chez certaines personnes, ils s'annulent et en fait, on crée pas d'adaptation ni dans l'un ni dans l'autre. Mmh. Heu, je reviens, à l'idée de départ, du coup, ce serait de se dire: s'il y a un environnement qui est plus propice, essayer de maintenir sur du long terme cet environnement, potentiellement, c'est censé être plus intéressant. Ce qui voudrait dire avoir une fréquence plus importante, quitte à avoir un moindre volume, mais stimuler toujours les mêmes chaînes hormonales, et cetera. Mmh. On peut penser que sur du plus long terme, c'est plus pertinent. D'accord. Donc ça, forcément, ça va aussi avec le sommeil, avec la nutrition qui vont en gros, on ouvre une voie hormonale, et puis on va mettre, ce qui va bien dedans, bah, à savoir pour la création musculaire, un apport de protéines, un sommeil, de qualité, et cetera. Donc tu vois, à la fois, il y a la recommandation scientifique qui est le papier qui se base sur des études un peu court-termistes, Mmh. mais qui nous montre qu'il n'y aurait pas de différence. Moi, comment je le mettrais en place? Ce serait quand même plutôt d'augmenter la fréquence. Ouais, c'est ça et puis si on considère que chaque patient ou chaque, athlète, a une réserve finie d'énergie et que en commençant son entraînement, il a 100 de sa batterie et que après 10 séries, il en a plus que 30 par exemple, ben moi je te rejoins sur le fait de se dire, ben en fait, s'il a 20 séries à faire, si les 10 dernières, il arrive plus à mettre de l'intensité, parce que même si on a dit qu'on pouvait gagner avec des charges légères, il y a quand même un minimum d'intensité dans la littérature qui est recommandé. On va pas faire ça dans du vent non plus ou au poids de, enfin si au poids de corps ça peut, mais bref. Euh, Là, je pense qu'il y a aussi ça, la fatigue accumulée qui est beaucoup plus grande quand tu tapes 20 séries que 10. Et je pense que ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est plus intéressant de pouvoir garder aussi une intensité adéquate. Je préfère 10 séries qualitatives 2 fois Ouais. que une fois 20 séries avec 15 séries peut-être plus ou moins qualitatives et les 5 dernières où en fait tu es obligé de baisser ta charge hyper fort, tu as déjà saturé toutes tes réactions physiologiques qui sont déjà à leur max. Mais bon, comme tu dis, les papiers parfois s'opposent un petit peu à ça ou en tout cas sont peut-être un peu plus laxistes sur ça. Enfin, pas laxistes, mais plus ouverts. Oui, puis Mais c'est le propre de la science, c'est de zoomer pour essayer de prouver quelque chose, sauf que ouais, l'entraînement, c'est tout le contraire. C'est tu prends en compte un contexte. Le ouais, contexte, très généralement, c'est bah, ce soir il y a entraînement, mais demain matin il y a aussi entraînement, puis demain soir aussi il y aura encore entraînement. Donc il y a un moment, si tu balances un 10 séries, bah, ça existe pas dans un programme d'entraînement, quoi. ouais. Donc vaut mieux toujours dans cette logique un peu en arrière-fond, être préventif, à Mhm. savoir micro-doser du nano-training des petits volumes, mais fréquemment, parce que à chaque fois, ce sera entrecoupé de périodes de récupération, et donc c'est par la récupération qu'on crée des adaptations, Ouais, plutôt que de se mettre une grande charge dans la tronche et puis espérer que que pendant ça trois passe. jours de 3 jours de récup et de courbature, ça sera Mhm. plus efficace. Enfin, Ouais. ça paraît un peu un non-sens, quoi. Ok. Et bah, écoute, ici, on a fait un petit tour d'horizon de l'hypertrophie. Je pense que ça pourrait. En fait, le truc, c'est que pour chaque aspect de question, on pourrait en faire un podcast entier, je pense. Tu vois. Donc, c'est pour ça que chaque fois, je me dis, bon, il y a, parce qu'une question en amène une autre. Et alors, je trouve que c'est des sujets passionnants. Et je pense que, voilà, on aurait presque pu se dire, on parle que d'hypertrophie aujourd'hui. Mais je me suis dit que ça allait être quand même sympa si on parlait aussi d'autres aspects de toutes ces qualités physiques. Euh, on a parlé aussi où tu as évoqué le terme de force maximale. Ouais. Euh, Il y a à côté de ce terme pas mal d'autres termes qui flottent un petit peu. Il y a force explosive, force réactive, puissance, explosivité. Je trouve que c'est un gros micmac. J'ai mis longtemps à essayer de comprendre la différence entre puissance, explosivité, force réactive. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que l'un est une sous-catégorie de l'autre? Bref, je trouve que c'est pas évident de s'y retrouver dans cette sémantique. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner ta définition, ou ça peut être quelque chose d'assez simple, hein, mais voilà, comment toi tu différencies ces termes-là. Voilà, comment tu différencies ces termes-là, tout simplement. Ouais, c'est des sujets qui sont complexes et aussi la complexité, elle vient du fait que, comme
ça fait assez peu de temps qu'on est capable d'évaluer tout ça. Alors, en laboratoire, non, Mmh. mais les gens de terrain, maintenant, aujourd'hui, on commence à avoir du matériel qui permet d'évaluer Mmh. ces notions. Donc, bah, en gros, on met du concret sur des mots. Mais avant, on composait sur le terrain, on n'avait aucune information, et puis on espérait développer des qualités de façon un peu globale. D'accord. Donc, c'est c'est pour ça qu'on entrecoupe plein de trucs. Les anglo-saxons, pour le coup, sont un petit peu moins bordéliques avec ça, je dirais. Pour moi, ce qui est force explosive, explosivité, tu dit force réactive, Ouais. tout ça, ça irait dans le même panier, qui Mmh. serait en gros, en ce moment, on parle pas mal de taux de développement de la force, pour RFD, Rate of Force Development. En gros, c'est l'idée de dire j'essaie de développer un maximum de force en un minimum de temps. Donc Mmh. c'est de la force sur du temps. Mmh. Avec la force réactive, très souvent, ça sous-entend que derrière, il va y avoir la notion de SSC, donc de cycle étirement raccourcissement du muscle. Donc en gros, c'est un peu le V pliométrique. J'étire, j'ai une transition excentrico-concentrique et je contracte. Et en fait, tous les gestes sportifs sont de cette nature. C'est très rare. On va peut-être parler enfin, même pas. Ce serait vraiment un peu vulgariser le truc, mais dire une mêlée de rugbyman, ils vont vraiment être que dans du concentrique, à pousser enfin, vraiment OK. isométrique, quoi. Mais en vrai, ça n'existe pas. Tous les gestes qu'on fait, on se préétire, on prend de l'élan, et on essaie d'utiliser cet élan pour transférer un maximum de force, de puissance, de vitesse. Donc déjà, il y a toutes Mmh. les qualités au même endroit, Ouais. mais en un minimum de temps possible parce que un changement de direction, un contre un direct, n'importe quel geste sportif, le but c'est qu'il soit plus rapide que celui de l'adversaire. Ouais. OK. Donc quand on dit force réactive, on serait plutôt dans l'idée de se dire, on évalue quelque chose, il y a de la force dedans, en même temps, il faut que ce soit dans un temps bref. Et ça se passerait dans un V pliométrique de se dire étirement, raccourcissement du muscle. En gros, c'est aussi pour ça qu'on parle de ça. On parle de RSI pour Reactive Strength Index, l'indice Mmh. de force réactive. Ouais. C'est un test de terrain. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle de force réactive sur le terrain. C'est l'idée de se dire, bah voilà, je te mets sur une box, je te fais tomber et t'essaies de sauter le plus haut possible. Et le delta entre t'as touché le sol et t'es capable de redécoller en générant un maximum de puissance, ça va être ta capacité à emmagasiner le choc et à Mmh. reproduire de la force pour créer un geste. Ouais. Ce temps, aujourd'hui, avec un smartphone, on est capable de le calculer, de l'étudier, et c'est un indicateur, on parle de l'explosivité terrain, quoi. OK. Donc encore une fois, on réenglobe tout derrière un peu le terme d'explosivité, mais en fait, à l'intérieur de ça, il se passe plein de choses, et c'est un peu un faux ami parce que je vais prendre deux tests pour opposer les Ouais. trucs. Il y en aurait un, ce serait une EMVC, donc en gros une force isométrique maximale. On pousse ou on tire une barre le plus fort possible, mais Mmh. ça bouge pas. Ouais. Donc on va créer de la force, mais en même temps, il y aura pas de déplacement, il y aura pas de mouvement. Donc Mmh. qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir un taux de montée en force, et puis potentiellement un plateau de force si on essaie de le tenir dans le temps, sur du temps justement. Donc force-temps, bah là on se rapproche de ce que je disais tout à l'heure, les notions qu'il y a derrière le taux de développement de la force. Ça, ce serait d'un côté, ce serait vraiment mes capacités à créer un maximum de force en un minimum de temps, mais dans un truc un peu standardisé qui n'existe pas. De l'autre côté, mon test RSI, donc je tombe de ma box et puis j'essaie de sauter. Là, il y a une notion qui est hyper importante à comprendre, c'est qu'en fait, il y a une contrainte. C'est quand tu touches le sol, tu dois le plus fort et le plus vite possible redécoller. Ouais. Donc, t'as pas beaucoup de temps pour créer de ta force, mais en même temps, c'est la consigne. Donc, en Mmh. fait, tu es dans un compromis entre à la fois, tu essaies de pas mettre de temps, et à Ouais. la fois, tu essaies de mettre de la force. Sauf que, ben, forcément, ces deux notions, elles s'opposent, quoi. Tu peux pas mettre autant de force si tu avais beaucoup de temps que si t'as pas beaucoup de temps. Mmh. Mais en même temps, c'est un vrai test intéressant sur le terrain parce que bah, c'est ça la performance. C'est combien de force tu es capable de créer dans un laps de temps de 500 millisecondes, plutôt lent, 250 millisecondes, plutôt relativement rapide, 80 millisecondes, les temps de contact les plus brefs qu'on puisse avoir sur du 60 mètres sprint Mmh. une fois que t'es vraiment lancé à vitesse maximale. Et en fait, étudier le geste sportif, étudier en prépa physique pour savoir ce dont tu as besoin dans la performance, c'est ça quoi. OK. Tu es toujours sur de la force
appliqué dans un certain laps de temps et le but, c'est en général de restreindre ce temps. Soit parce que toi, tu veux aller plus vite, soit parce que l'adversaire te restreint ce temps. Parce que Ouais. lui, il veut aussi te contrer, quoi. Mmh. Donc force réactive, ça serait plutôt un compromis. Mmh. RFD, taux de développement de la force, bah là, clairement, ce serait, si on l'étudie façon labo, isométrie, tu as le temps que tu veux. Le but du jeu, c'est par contre que le plus vite possible, tu atteignes le plateau le plus élevé, quoi. OK. Donc ce sera pas nécessairement, tu vois, quand on étudie les RFD, c'est pas nécessairement la force max qu'on veut, même si Mmh. on va la voir apparaître un moment, mais ça va plutôt être combien de temps tu mets à atteindre ce plateau de force maximale. Et puis après, encore une fois, on va reprendre ces délais, puis on va les étudier. Est-ce que ce qu'on veut, c'est regarder ce qui s'est passé à 200 millisecondes, à 150, ou à 100, ou à Mmh. 250, etc. Et donc, naturellement, plus on laisse de temps, plus la force elle est élevée, Ouais. jusqu'à ce que, à peu près en 2 à 3 secondes, dépendamment des qualités de la personne, mais là, de toute façon, tu plafonnes parce que là, tu as eu le temps d'atteindre force maximale, quoi. OK. OK. Et je sais pas si tu avais J'ai fini un pas petit fait la peu. puissance, ouais. Ah oui, vas-y, vas-y. J'allais justement venir à la puissance, donc La vas-y. puissance, c'est le faux ami parce qu'en gros, là, on va plutôt étudier la force en opposition à la vitesse. On dit tout le temps puissance égale force fois vitesse. Mmh. Sauf que, bah, comme on revient, la vitesse, c'est de la distance sur du temps. Si on retrouve notre notion de temps, on revient dans notre compromis de se dire, ah merde, si à la fois, il faut que je mette pas beaucoup de temps, mais que je crée beaucoup de force, il y a un problème, ça s'oppose, quoi. Mmh. Donc l'idée, quand on dit force fois vitesse, en vrai, c'est parce qu'on a simplifié des calculs mathématiques, mais en vrai, la puissance, c'est plutôt des watts sur du temps, hein, du travail sur du temps, pardon, Mmh. W pour travail. Donc c'est de se dire, on va être dans un rapport optimal entre de la force et de la vitesse. À la fois, il faut que ça aille vite, à la fois, il faut que ça aille fort. Mmh. Et ce qui est intéressant, enfin ce qui est intéressant, oui, ce qui est intéressant quand on fait mon boulot, c'est que justement, en général, on essaie de générer un maximum de puissance, pour ça qu'on parle de puissance maximale. Ouais. Et cette puissance maximale, on n'a pas tous les mêmes organisations pour y parvenir. Donc pendant très longtemps dans l'entraînement, on a dit, bah c'est simple, tu fais un RM, 100% de force maximale, c'est la barre que tu es capable de soulever une seule et unique fois. Et si tu vas à 50%, bah comme tu es à la moitié, tu es dans un rapport optimal entre force et vitesse. Mmh. On a enseigné le développement de la puissance pendant longtemps comme ça. Aujourd'hui, on s'est aperçu, encore une fois, grâce à la technologie, qu'en fait, ça peut être vrai, dépendamment des Mmh. gens, mais ça peut aussi être complètement faux. Et ça peut dépendre des gestes, ça peut dépendre des individus. On a chacun notre façon de nous coordonner différemment pour atteindre un même objectif. Mmh. Et donc, si on n'étudie pas ce rapport entre force et vitesse, qui est ce qu'on appelle, et ce qui est très connu maintenant, mais qui l'était pas il y a 15 ans, le profilage force-vitesse, en gros, c'est comprendre comment tu t'organises toi versus moi pour que on ait le même objectif à l'entraînement, mais Mmh. qu'on n'ait pas la même méthode. En tout cas, on n'aime pas les mêmes intensités parce que on crée pas de la puissance de la même façon, quoi. Ouais. Donc d'un OK. côté, quand on est sur les notions d'explosivité, on va plutôt être force-temps. Quand on va être sur les notions de puissance, on va plutôt être force-vitesse, quoi. OK. Ouais, et donc là, ouais, parce que ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est, limite très souvent, difficilement différenciable, que quand tu cherches et cetera, c'est vraiment cette différence nette entre, enfin, elle est pas si nette que ça, elle est un peu entre les 2, mais entre puissance et explosivité. Souvent, Ouais. je trouve que c'est vraiment pas quelque chose qui est facile, et je m'étais renseigné à l'époque sur le sujet, ça rejoignait un peu ce que tu disais ici, mais Ah, je trouve que c'est pas évident. je peux prendre ça plus facilement. Ouais, On oublie les calculs mathématiques et en gros, on ouais, se met dans deux situations sportives différentes. ouais, parfait. L'idée, c'est de se dire, tu prends un pilier au rugby. Est-ce qu'il peut être explosif sans être puissant? Bah oui, tu le mets dans la mêlée, ça Mmh. bouge pas, donc il n'y a pas de vitesse, puisqu'il n'y a pas de déplacement. Pourtant, si tu es en face de lui, tu vas t'apercevoir qu'il y a de la force. Ouais. Donc, très clairement, lui, s'il cherche à développer, c'est ce qu'il va faire, un maximum de force en un minimum de temps pour vaincre la mêlée et puis avancer sur son adversaire, il va chercher à développer cette force le plus vite possible et donc être explosif. OK. Après, tu le mets dans une situation de jeu, il reçoit la balle. Il reçoit la balle, il est à 8-9 mètres de la ligne d'hors-jeu adverse. Il va partir, s'il fait 120, 130 kilos, potentiellement on peut se dire il va pas accélérer comme Usain Bolt au début.
Ouais. Il va pas être explosif dans l'activité de course. Mmh. Par contre, au moment où à 8-9 mètres, tu prends 130 kilos à 22-23 km/h, il va y avoir de la puissance. Parce que si tu Ouais. étudies ce qui va se passer au moment de l'impact, de la même Mmh. façon, tu pas envie d'être en face, quoi. OK. Donc il peut être très puissant parce qu'il a atteint une certaine vitesse avec la capacité de force qu'il a générée dans le sol. Mais clairement, si tu mets une gazelle, un ailier en face, si tu étudies la capacité à créer très vite de l'action, bah, il sera pas explosif, mais il aura atteint un niveau de puissance énorme une fois lancé, le tracteur, quoi. OK. OK. Tandis Donc que l'ailier, ouais. ce serait plutôt la voiture de course, c'est que ça va partir super vite, ça va accélérer très très vite. Donc là, on va plutôt parler, ouais, il a vraiment des qualités d'explosivité. Très vite, il atteint 25-30 km/h, quoi. OK. Mais s'il se retrouve dans la mêlée sur quelque chose d'isométrique, bah, peut-être que ce sera pas les mêmes qualités, quoi. Ça va monter moins haut en termes de watts, ce sera pas aussi puissant que. Et donc tout le delta, là c'est vraiment les deux opposés, la gazelle, le poids lourd et vice Ouais. versa, ou le mouvement isométrique et le mouvement ultra dynamique qui est courir le plus vite possible. Au milieu de tout ça, il se passe toutes les activités sportives existantes. Et Ouais. justement, le but du prépa physique, c'est d'être capable de l'étudier pour comprendre dans quelles conditions, toi, tu as besoin de créer de la force, tu as besoin de créer de la vitesse, tu as besoin de créer le rapport optimal entre les deux, quoi. OK. Et par exemple, pour prendre encore un autre exemple, tu me dis si je me trompe, mais donc quelqu'un d'explosif, ça pourrait être par exemple être quelqu'un qui fait un démarrage de sprint. Ça, ce serait plus une qualité d'explosivité? Ça peut. Ouais. Et par exemple, quelqu'un qui ferait de l'haltéro, ce serait plus une qualité de puissance à ce moment-là? Ou pas spécialement? Là, je pose un peu des trucs parce que je trouve que c'est un sujet, hyper Ouais. intéressant. Normalement, si tu fais de l'haltéro et que tu soulèves lourd, c'est Ouais. nécessairement que tu es explosif. Pourquoi? OK. Parce que de toute façon, là, clairement, il faut que tu crées de l'action face à quelque chose d'immobile. Ouais. Donc ça veut dire, tu dois dynamiser une charge qui est lourde et en même temps l'envoyer suffisamment haut pour toi passer en dessous, et cetera, pour faire ton geste, quoi. Mmh. Ouais. Donc ça veut dire, en un laps de temps qui est très réduit, parce que tu vas avoir, alors j'ai jamais calculé les temps de ce type de geste Mmh. sur de l'haltéro compétitif, mais un laps de temps qui est extrêmement court, il va falloir que tu crées un maximum de force Mmh. pour justement profiter bah, du mouvement du geste pour toi aller te faufiler en dessous. Donc tu as OK. l'action de la balancer et tu as l'action de toi aller te placer. Mmh. Et ça veut dire que tu as fait deux actions sur le temps de lever d'une charge, peu importe laquelle est-elle, quoi. OK. Donc normalement, ça veut dire si tu pars d'un quelque chose d'immobile et que tu lui crées du dynamisme en très peu de temps, bah clairement, tu es dans de l'explosivité, quoi. OK. Donc c'est cette notion immobile, passage, d'un côté le plus De la rapidement force le possible. plus vite Ouais. possible. OK. Ouais. OK. Un joueur de badminton, ça va être ultra explosif. Ouais. Pourtant, on va se dire, bah, la force, ça pèse que dalle une raquette. Oui, Ouais. mais pour envoyer un volant à 400 km/h, ça veut dire que le geste, enfin, tout ce que tu vas mettre, le fait d'activer pour envoyer la trajectoire du volant qui arrive comme ça dans l'autre distance et puis surprendre ton adversaire, bah, clairement, il faut qu'il se passe les choses t'espères le plus vite et plus rapidement que ton adversaire, quoi. Donc Mmh. il faut jouer tout le temps sur ce facteur de la force dans du temps. La OK. force dans le cadre du badminton, évidemment, sera pas du tout la même force que la force dans le cadre de l'haltérophile. Ouais, c'est T'en ça. as un qui va soulever une charge énorme, l'autre il va juste balarder une raquette de Ouais. 300-400 grammes. Ouais. Mais ça reste de la création de nos forces, quoi. Le but, c'est que cet outil externe, tu le déplaces le plus vite et le plus fort possible. OK. Et tu vois, pour, là, si des kinés nous écoutent, bon, je prends toujours l'exemple des kinés parce que forcément, ceux qui nous écoutent, c'est plus des kinés, mais peut-être préparateurs physiques aussi, et cetera, hein. Pour travailler cette puissance, alors encore une fois, on pourrait en faire un podcast, mais grosso modo, donc avant, on était plus en mode: «OK, on tape entre les 2, on tape à 50 Mmh. et on va travailler comme ça». J'avais vu récemment que c'était presque même plus conseillé déjà, donc comme tu l'as dit, de faire un profilage force-vitesse et puis d'analyser qu'est-ce qui est le plus déficitaire chez la personne ou qu'est-ce qu'elle a le plus besoin de travailler. Est-ce qu'elle elle est très forte, mais elle a besoin de travailler plus sa vitesse ou elle est peu forte, mais elle a une bonne vitesse. Enfin bref.
Est-ce que ça s'inscrit plus dans un travail moderne de la puissance, ce fait d'aller travailler plutôt les extrémités de la courbe force-vitesse, donc Ouais. soit à très haute charge, soit à très basse charge, rapidement ou à très haute charge lentement? Parce que si tu as une grosse force, tu peux pas le faire rapidement généralement. Ou est-ce qu'on reste quand même dans un paradigme où on va aller travailler quand même cette puissance à 50-60 de cette charge maximale et ça reste OK? Quel est ton avis là-dessus, toi? Je sais pas si c'est super clair, mais Ouais, ouais, totalement. Moi, mon avis prioritaire, ouais. surtout pour avoir des adaptations à court terme, ce serait d'oublier les intensités Mmh. et d'être sur plutôt comment dire, la modalité du geste. À savoir, il y a des papiers hyper intéressants qui montrent que, de toute façon, peu importe le contexte, que si tu sois à 100% de 1 RM, que tu sois à 50% ou à 30% de 1 RM, à partir du moment où tu es sur je maintiens une barre dans mes mains et je fais un trajet moteur le plus vite possible, hein, puisque j'essaie de développer de la puissance, Mmh. le fait de garder cette barre dans les mains, on s'en aperçoit pas parce que ça va beaucoup trop vite. En fait, alors notamment pour ce qui est du 50% et un peu du milieu de notre échelle RM, on Mmh. va freiner pendant quasiment la moitié du geste. C'est-à-dire qu'au Mmh. départ, on va lutter contre l'inertie. Ça va Mmh. accélérer, ça va accélérer. Comme la charge est relativement légère, enfin, relativement lourde, ça dépend comment on se place philosophiquement dans la vie. euh, Ouais. c- Ça va commencer à accélérer fort. Et en fait, on va avoir un phénomène un peu de sécurité qui est pour être capable de tenir cette barre dans les mains en fin de trajet moteur et pas se faire mal. On va freiner le geste et en fait, on va arriver en bout de trajet moteur avec une barre immobile. Ouais. On s'aperçoit que en gros, alors je me souviens plus bien des papiers, hein, parce que c'est des trucs que j'ai lus il y a longtemps, mais déjà quand tu es à 1 RM, tu freines quasiment un quart, donc les derniers 20%, un cinquième on va dire, les derniers 20%, t'es en train de freiner. Pourtant c'est très lent et tu as eu Mmh. du mal à la pousser au départ, mais à la fin tu as quand même ce phénomène où ah, j'arrive en bout de trajet, sans s'en apercevoir on freine. On Mmh. étudie ça à 50%, on s'aperçoit qu'on freine quasiment entre 45 et 50% du geste. Donc en gros, là où on voudrait développer la force-vitesse, Mmh. on est en train de freiner la moitié du geste qu'on est en train de faire. OK. Donc si je le prends dans l'autre sens, ça veut dire quelle méthode nous permet de pas freiner? Bah c'est le balistique. OK. Donc à partir de ce moment-là, que ce soit lourd, léger, un peu importe, est-ce que j'ai des medicine balls de 2 kilos? Est-ce que j'ai des sacs de 20 kilos, etc., etc. Mais par contre, je dois avoir l'intention de balarder la charge à chaque Mmh. répétition. OK. Et là, je pourrais être sûr que, en tout cas, d'un point de vue des coordinations motrices, l'ensemble de mon trajet moteur, il va être efficace dans le but de développer de la puissance. OK. Après, ce dont tu parlais, c'est hyper intéressant et c'est ce qu'on utilise tout le temps, c'est méthode un peu bulgare ou contraste de Ouais, charge. c'est ça. C'est bah, aller taper puisque c'est la force fois la vitesse. Si je fais de la vitesse et de la force, normalement, on peut espérer qu'il se passe des adaptations au milieu dans le rapport des deux. Bah, très Mmh. clairement, les gens, de toute façon, 99,9% des personnes qu'on croise, ils ont un déficit de force parce que personne s'entraîne en force si t'es pas un sportif de haut niveau, quoi. C'est vrai. Ou si t'es pas un passionné de ce domaine. Donc, les kilos que tu vas prendre en ARM sur à peu près tous les gestes, ils vont se transférer nécessairement sur la qualité, que ce soit des coordinations, que ce soit des facteurs nerveux et que ce soit de la force pure sur tel geste. Tu vas Mmh. gagner un peu de puissance à l'arrivée, peu importe les niveaux de charge. OK. Après, toute la difficulté, ça devient justement, est-ce que une fois que tu es un peu entraîné en force, que tu as 4, 5, 6 ans de force, bah là, qu'est-ce que je fais pour continuer de progresser alors que potentiellement c'est plus une question d'équilibre, etc. Mais donc Mmh. si tu es avec des patients dans un cabinet de kiné, un couple qui serait idéal, ce serait d'un côté faire de la force, de la presse, du développé couché, un peu lourd, Mmh. et puis à côté de ça, balarder des medicine balls, faire des sauts, délester un petit peu du poids de corps, parce que ça aussi c'est un peu un faux ami, mais on sait que la détente verticale, très souvent, et encore dans pas mal de livres d'entraînement, on trouve c'est de la vitesse. Non, c'est pas de la Mmh. vitesse. C'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps on a dit bah, Pmax, enfin en gros une détente verticale, c'est la représentation de la puissance maximale d'un individu. En vrai, non,
mais pas Mhm. loin. Et beh, justement, oui, c'est parce qu'on est à peu près au milieu de notre spectre. Donc quand on saute, le problème, c'est qu'on a un peu, notre gros cul, sur nous qu'on peut pas faire sans, quoi. Donc on a Ouais. déjà une masse qu'on est en train d'essayer d'accélérer. Et alors que si on était sur, juste les jambes en l'air, allongées, bien sûr qu'on atteindrait des vitesses bien plus importantes. Ouais. Donc ça veut dire soit se délester, soit du travail à la presse, mais problématique, là, ça va être encore une fois un peu les outils qu'on va avoir, parce que sur une presse, si on met la presse à vide et qu'on essaie de la pousser le plus vite possible, bah, on va prendre le contre-coup, Ouais. et on va avoir un problème. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille un peu sur des bécanes qui permettent de pousser le plus fort et le plus vite possible, mais de pas prendre de contre-coup. Que ce Mhm. soit du pneumatique, que ce soit de l'hydraulique, que ce soit ce genre de choses. Et là, forcément, c'est des machines qui coûtent très, 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 très cher, quoi. Ouais. Ok. Donc la façon de le faire un peu à la Roots, c'est se délester avec des élastiques. Ça peut Mhm. être un skateboard et puis pousser à l'horizontale contre un Ah oui. mur, Ouais. parce que là forcément on se déleste et en même temps on peut mettre de la vitesse. Ouais. Ça peut être le Swiss Ball, on se laisse tomber les fesses sur le Swiss Ball, Ah enfin oui. ça Ok. nous déleste un peu du poids de corps et puis ça nous emmène vers le haut, puis nous on n'a plus qu'à faire la fin du geste. Donc Mhm. là ça peut être de la vraie vitesse sur le membre inférieur, quoi. Ok. Bah, hyper intéressant. Et ce que tu disais, les méthodes par contraste, etc. Bon voilà, on va pas spécialement détailler ça aujourd'hui parce qu'on a plein de sujets à aborder. Mais je trouve que c'est des méthodes hyper intéressantes, même même au cabinet, parce que ça fonctionne vraiment par circuit, par mini-circuit. Enfin, Ouais. tu peux l'organiser par circuit training presque. C'est ludique et je trouve ça hyper sympa. Moi, je l'utilise pas mal avec les patients vers la fin de la rééducation, en tout cas ceux avec qui c'est utile, parce que je pense pas que c'est utile d'aller ennuyer tous nos patients avec ces qualités-là. Parce que je pense pas que tous les patients ont besoin, là, stricto sensu, de faire du contraste de charge. Alors, dans l'absolu, oui, c'est cool d'être plus explosif et d'être plus puissant, mais je pense qu'un sédentaire qui, lui, n'y voit pas d'intérêt, je vais pas aller l'ennuyer avec des grosses charges. Enfin, voilà, ça, c'est un autre sujet, hein, Ouais. mais bon, voilà. Ouais. C'est aussi intéressant, il y a des papiers sur le vieillissement qui montrent qu'au final, on montre qu'on a une déperdition de force au fil des années, qui est normale, et puis une fonte de la masse musculaire. Mais très souvent, les problématiques de chute et donc de plus être indépendant dans son quotidien, elles sont liées à la force, mais elles sont aussi liées justement au timing de la force, donc à Ouais. l'explosivité, qui est quand tu te Ok. casses la gueule dans tes escaliers, en fait, c'est pas uniquement que t'es pas capable de porter ton poids, c'est aussi que potentiellement au moment du déséquilibre, t'avais pas la rapidité de la force pour rééquilibrer ton appui, proprioception, mais aussi explosivité, quoi. Intéressant. Donc, ouais, il y a des pistes hyper pertinentes sur la puissance et l'explosivité dans le vieillissement et dans l'aspect un peu sanitaire du vieillir en bonne santé, quoi. Ok. Euh, Donc, mais c'est après, intéressant. Ouais, c'est retenir que ouais, c'est bien comme message là, ce que tu dis, parce qu'au final, moi, je viens de dire effectivement que je le fais pas avec tous les patients, mais au final, ce genre de papier vient nous dire que peut-être qu'on devrait essayer de l'implémenter avec tous nos patients. Il y aura toujours peut-être un bénéfice. le problème étant que de toute façon, faudrait faire tout avec tout le monde. Ouais, Et c'est vrai. évidemment qu'on peut pas se le permettre, donc Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et mais alors, je te propose qu'on avance un petit peu dans nos thématiques parce que là, on déblaye pas mal de terrain. Donc, je te remercie, hein. Franchement, c'est hyper clair ce que tu nous exposes et c'est hyper intéressant. Donc, j'apprends aussi en même temps que vous qui nous écoutez certaines choses et tout. Donc, c'est trop chouette. Euh, on va parler ici un peu de force maximale, encore une fois, mais plutôt d'un volet spécifique de la force maximale qui est le temps de repos. C'est souvent une limite avancée dans le travail de force maximale, enfin une limite en disant, OK, il faut entre 3 et 5 minutes de repos entre chaque série, ce qui est assez chronophage. Ça amuse pas grand monde hein, d'attendre 5 minutes, entre guillemets. Euh, en tout cas, pour s'assurer une récupération optimale et pouvoir remettre de l'intensité par derrière. Euh, alors ici, je vais parler un petit peu sous la vision kiné, mais comment est-ce que nous, en tant que kiné, selon toi, on pourrait développer cette force maximale avec des temps de séance qui sont au final assez réduits? Parce que nous, on a 25-30 minutes. Alors, la première réponse, tu pourrais me dire, ben, en fait, c'est pas possible et voilà pourquoi. Ou est-ce que, quand même, pour toi, en 20-30 minutes de séance, on peut faire un travail de force maximale
Pourquoi je demande ça? Parce que en fait, si on calcule et qu'on prend 5 minutes de repos entre chaque série, en fait, on fait pas beaucoup. On fait 4 séries et puis, basta, time terminé. Et le patient, c'est malheureux, mais enfin, c'est pas malheureux, je peux comprendre. Si on lui fait juste faire 4 séries d'exercices, d'un exercice en plus, il y a des chances pour qu'il dise, «C'est tout?» Enfin, voilà. Et bien qu'on puisse lui dire que la dernière revue de littérature machin appuie ça ou ça ou ça, il s'en fout. Lui, c'est aussi l'aspect un peu ludique et aussi l'aspect un peu il bouge. Donc voilà, quel serait ton avis là-dessus? Je sais que tu es prépa physique, tu es pas kiné et je te demande des questions kiné, mais c'est justement pour avoir ton avis sur ça, je trouve ça hyper intéressant. Hey, sorry de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, ben, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi bah, de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus qu'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie parfois, eh bien on a décidé de les scinder en deux parties. Simplement, ben, ça facilite ben, le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier ben, ta progression, c'est parfois vachement galère et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même bah, sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao. Alors avant de te quitter, simplement un petit message pour te remercier, toi qui es en train d'écouter ou de visionner ce podcast. Je ne sais pas si tu nous regardes plutôt sur YouTube ou si tu nous écoutes plutôt sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Bref, il y a plein de façons de nous consulter. Mais donc voilà, merci beaucoup simplement mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à nous visionner chaque mois sur Entendons. C'est vraiment un énorme cadeau pour nous de voir qu'il y a un tel engouement derrière le podcast, que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à même nous faire vos suggestions en message privé. Bref, c'est vraiment une énorme récompense pour nous. En plus de ça, eh bien, vous êtes beaucoup à nous mettre des notes 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et ça aussi, c'est hyper précieux. Ça peut sembler bateau parce que je me doute que dans tous les podcasts, vous entendez la même chose. Mais en tant que créateur de contenu et en tant qu'hôte de ce podcast, à titre personnel, je peux vous le dire, c'est vraiment une énorme récompense pour nous mais de voir au moins que vous mettez eh bien, 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça peut sembler rien, mais je vous assure que ça permet non seulement de nous référencer davantage, mais également ça nous donne eh bien, un feedback direct de ce que vous avez pensé de ce podcast. Donc voilà. Encore une fois, mille merci. N'hésitez jamais à venir nous faire une suggestion, que ce soit pour un invité ou une invitée que vous aimeriez voir, une thématique ou bien d'autres choses. On est vraiment ouvert à tout. Si jamais vous voulez en discuter, eh bien, n'hésitez jamais aussi à nous envoyer un mail, soit sur mon adresse mail augustin@fullphysio.com ou bien, eh bien sur nos canaux, que ce soit sur Instagram, etc., en message privé. On essaiera toujours de répondre dans les plus brefs délais. Allez, encore mille merci pour ton soutien, encore mille merci pour votre soutien. Et puis, ben, je vous dis à très très vite dans vos oreilles. Ciao, ciao.